Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Savoir et formation. Collection dirigée par Claudine Blanchard-Laville, Sigolène Couchot-Chiex et Patrick Geffard. Collection créée par Jackie Bayrou, 1939 à 2004, Dominique Fablet, 1953 à 2013 et Michel Gault. La collection Savoir et formation accueille les manuscrits dont le contenu relève du champ de l'éducation et de la formation. Nous sommes particulièrement attentifs aux recherches qui, dans ce champ, s'attachent à considérer les développements concernant le rapport au savoir des sujets. Les domaines suivants sont privilégiés: genre et éducation, psychanalyse et éducation, éducation familiale et protection de l'enfance. Comité éditorial: Louis-Marie Bossard, Françoise Bréant, Séverine Heuillet, Bérangère Colli, Régine Juncker, Antoine Catard, Gaël Pasquier, Bernard Pechberti, Anna Rurka, Catherine Yelny. Dernière parution. Arnaud Dubois, Marc Guignard et le groupe de pédagogie institutionnelle Paris-Créteil, GPIPC, une pédagogie pour grandir. Pédagogie institutionnelle et approche groupale, 2021. Catherine Selnay, La visite à domicile et ses déclinaisons. Le chez-soi, territoire de l'action publique, 2021. Audrey Jacquet, La relation éducative parent-enfant. Questionner la notion d'autorité, 2021. Françoise Beauté-Alain, Devenir chef d'établissement, continuité ou rupture? Témoignage de chef d'établissement et d'adjoint, 2021. Narges Guetatcalabres, Diriger une maison d'enfants à caractère social, 2021. Louis-Marie Bossard, Dire, Histoire de la clinique d'orientation psychanalytique en éducation et formation. Parcours de témoin, 2020. Sous la direction de Sigolène Couchot-Chiex et Benjamin Moignard, Jeunesse, genre et violence 2.0, des filles et des garçons face aux cyberviolences à l'école, 2020. Du même auteur. Séraphin Gilles, Dire, Religion, guérison et force occulte en Afrique. Le regard du jésuite Éric de Rosny, Paris, Yaoundé, Kartala UCAC, 264p, 2016. Séraphin Gilles, coordonnateur, articulé recherche et pratique en protection de l'enfance, dossier thématique, ONED, la documentation française, 99p, juillet 2015. Séraphin Gilles, Comprendre la politique familiale, Paris, Duno, Col. Enfance, Gazette Santé Sociale, 144p, 2013. Séraphin Gilles, rapporteur, Les défis du CARE, renforcer les solidarités, rapport du groupe de travail de Terra Nova sur le CARE, Terra Nova, mai 2011. Séraphin Gilles, Agir sous contrainte. Être sous tutelle ou curatelle dans la France contemporaine, Paris L'Harmattan, Col. Le travail du social, 175p, 2001. Séraphin Gilles, Vivre à Douala. L'imaginaire et l'action dans une ville africaine en crise, Paris L'Harmattan, Col. Villes et entreprises, 304p, 2000. Contexte. Gilles Séraphin. Dans le cadre d'une dynamique de réforme dans les domaines de la protection sociale, de la justice, de l'éducation et de la santé, le Maroc met en place depuis 2015 une politique publique intégrée de protection de l'enfance, PPIPM, 2015 à 2020, dont l'objectif est de construire un système intégré, c'est-à-dire qui intègre l'ensemble des acteurs, locaux comme nationaux, de protection de l'enfance, pouvant assurer une protection effective de tous les enfants du Maroc, conformément aux normes et standards nationaux et internationaux. 5 objectifs stratégiques ont été définis et mis en pratique dans le cadre d'un programme national de mise en œuvre, PNMO, 2015 à 2020. Le renforcement du cadre légal de la protection de l'enfance, la mise en place de dispositifs territoriaux intégrés de protection de l'enfance, la standardisation des structures, des services et des pratiques, la promotion de normes sociales protectrices, la mise en place de systèmes d'information, de suivi-évaluation et de monitoring. Dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce programme, le Maroc a reçu l'appui de l'Union européenne, via une expertise délivrée par le cabinet Sofreco Conseil Santé, Europed 138 755, IHSERMA-ENPI, 2017 393-581. Ce programme national de mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l'enfance au Maroc 2015 à 2025, déjà cité,
fixe en sous-objectif numéro 24, intitulé « Mettre en place un système de suivi-évaluation qui permet d'évaluer le fonctionnement du système de protection et les résultats obtenus ». Une action précise, mesure numéro 105, développement et actualisation d'une batterie d'indicateurs de protection de l'enfance en s'appuyant sur les indicateurs existants. Dans ce programme, en effet, ces indicateurs sont considérés comme la base de l'évaluation de l'effectivité des pratiques de protection de l'enfant dans chaque territoire et au sein de chaque organisme, et par conséquent, comme le socle sur lequel pourra s'élaborer toute opération partenariale. Aussi, le Maroc a décidé de tirer parti des recherches internationales déjà réalisées en organisant un colloque scientifique. À l'issue de ce colloque, l'objectif était de déterminer des indicateurs de la qualité de l'accompagnement dans le cadre de la protection de l'enfance, entendu comme la protection de l'enfant vivant ou ayant vécu un danger identifié, que ce soit, selon les contextes nationaux, en prévention, en milieu ouvert, en placement, y compris en placement chez un proche, en kafala ou en adoption. Certains de ces indicateurs peuvent également concerner des personnes du milieu familial ou des proches qui prennent soin de l'enfant, quel que soit le statut. Dans le cadre de la mission d'appui, avec un fort soutien de l'Union européenne, via le programme Cité Supra, des membres du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social et avec l'appui d'un comité scientifique, j'ai été chargé d'organiser et d'assurer la direction scientifique de cet événement. Ce colloque, intitulé « Les indicateurs de qualité de l'accompagnement de l'enfant en protection de l'enfance », devait initialement se tenir en présentiel à Tanger, les 2 et 3 novembre 2020, mais pour des raisons sanitaires Covid-19, il s'est tenu en distanciel. Cette contrainte s'est transformée en avantage puisque ce format en visio, avec traduction simultanée français, arabe et anglais, via l'outil Meet et une diffusion sur YouTube, a permis de réunir entre 250 et 300 participants et auditeurs sur Meet avec en simultané 150 visionnages sur YouTube. À la suite de ce colloque, j'ai proposé aux intervenants ES de collaborer à l'élaboration d'ouvrages, sur la base de leur intervention transformée en chapitres d'ouvrages retravaillés pour une version écrite puis éditée. Chaque proposition a fait l'objet d'une évaluation par 2 collègues, eux-mêmes participants au colloque. Puis elle a été fortement réécrite selon des consignes préalables, notamment celle de déterminer à l'issue de la contribution une série d'indicateurs, et les recommandations des évaluateurs TRIS. Nous vous proposons ainsi dans cet ouvrage les propositions sélectionnées et retravaillées, et nous vous en souhaitons une excellente lecture. Introduction. Les indicateurs de qualité de l'accompagnement de l'enfant en protection de l'enfance. Pourquoi ? Comment ? Gilles Séraphin. Selon une définition largement partagée, un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision, élaboré à partir d'un élément mesurable ou appréciable permettant de considérer l'évolution d'un processus par rapport à une référence. Un indicateur offre par ailleurs un moyen commun de mesure et de présentation d'informations, permettant de déterminer si les normes applicables sont respectées. L'indicateur est la clé de voûte de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation d'une politique publique, surtout lorsque la dite politique est effectivement mise en œuvre par plusieurs acteurs. Il est la base sur laquelle peut s'élaborer toute opération partenariale. Or, la plupart du temps, quel que soit le pays considéré, en ce qui concerne la protection de l'enfance, les rares indicateurs disponibles sont des indicateurs qui portent sur le suivi de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un département ministériel, notamment sur le plan budgétaire ou de la gestion des ressources humaines. Les indicateurs qui portent directement sur l'enfant et ses besoins sont rares. Le colloque que nous avons élaboré puis le présent ouvrage ont ainsi eu et ont pour objectif d'orienter les analyses directement sur l'enfant lui-même, afin que la politique publique qui en découle, notamment de ces indicateurs, puisse être adaptée aux besoins directs de cette population. La présente introduction a pour ambition de déterminer les axes d'analyse transversaux qui sont abordés dans les chapitres suivants. Un indicateur en protection de l'enfance. Qui et quoi est observé ? L'unité d'observation analysée par l'indicateur est un individu, plus exactement un enfant en besoin de protection, ou éventuellement un groupe d'individus,
quand il s'agit par exemple d'indicateurs de collaboration dans l'élaboration de services ou d'évaluation. Les mineurs concernés sont ceux qui sont accompagnés par un dispositif de protection de l'enfance, comprenant les actions de prévention. Mineurs victimes de maltraitance, violences sexuelles, violences physiques, violences psychiques, négligence, exposition aux violences conjugales. Mineurs auteurs mais aussi considérés comme victimes. Mineurs abandonnés temporairement ou définitivement. Mineurs ne bénéficiant pas des droits fondamentaux. Mineurs protégés devenant adultes et autonomes, notamment lors des premières années de la majorité. Dans une approche écosystémique qui considère l'ensemble des facteurs de contexte de vie de l'enfant, la mesure ou l'indication de la qualité de l'accompagnement porte sur tous les aspects qui contribuent au développement de l'enfant et au respect de ses droits et de sa dignité, santé, éducation et formation scolaire, habitat, habillement et loisirs, mais aussi respect des droits et accès aux droits, respect de la dignité, connaissance de son histoire et accès à son dossier, citoyenneté et participation à la mise en œuvre du dispositif de protection, participation à la vie de la cité, care, éducation morale, qualité de l'accompagnement, sécurité y compris au sein d'un établissement, maintien et développement des relations avec famille et proches, etc. Une attention particulière peut être portée à la prise en compte du parcours de vie antérieur à la prise en charge, notamment aux situations de maltraitance qui ont conduit à la protection. De même, l'indicateur peut porter sur des situations d'enfants en danger mais qui n'ont ensuite pas été protégés, quelle qu'en soit la raison, ou sur les enfants qui bénéficient de différentes prestations ou d'accompagnement de prévention du danger. Par ailleurs, la recherche qui repose ou qui propose des indicateurs peut porter sur des enfants ou des jeunes adultes qui ne sont aujourd'hui plus protégés mais qui ont, ou qui auraient dû, à un moment ou à un autre de leur parcours, bénéficier d'une protection. Dernière observation. Plus la population statistique observée, personnes, événements, pratiques, etc., est hétérogène, plus l'élaboration de l'indicateur est complexe. Ainsi, pour toutes ces raisons, élaborer un indicateur est une démarche longue, minutieuse, qui repose sur une méthode. Les indicateurs, comment les élaborer? Selon quelle méthode? Dans cet ouvrage, notre objectif est de déterminer des indicateurs qui portent sur la qualité de l'accompagnement de l'enfant en protection de l'enfance qui soient robustes, c'est-à-dire qui soient valides, fiables, compréhensibles, connus, communs, partagés, comparables, inscrits dans la durée, faisables, expérimentés, consolidés et facilement interprétables. Pour être valide, un indicateur doit mesurer l'aspect du phénomène qu'il est censé mesurer, et seulement cet aspect. Il est donc nécessaire d'indiquer précisément ce que signifie l'indicateur. Quelle information fournit-il? Auprès de qui quoi porte cette information? Périmètre d'observation? Comment est obtenue cette information? Méthode de construction? Pour être fiable, un indicateur devrait réduire au minimum les possibilités d'erreur de mesure et devrait produire systématiquement le même résultat dans le temps, indépendamment de l'observateur ou de la personne interrogée. Pour être compréhensible, il doit être accompagné d'une notice explicative, accessible à toute personne qui doit l'utiliser, produire ou interpréter. Pour être connu, un indicateur doit faire l'objet d'une information auprès des personnes et organismes qui doivent l'utiliser, voire d'une communication plus large. Pour être commun, il doit être utilisé par tous exactement de la même façon, base de la comparaison spatiale et temporelle. Pour être partagé, il doit être utilisé par toute personne qui œuvre dans la politique publique concernée. Pour être comparable, il doit utiliser des unités et des dénominateurs comparables qui permettront de mieux comprendre l'impact par comparaison entre différents groupes de population. Pour répondre à l'inscription dans la durée, le même indicateur, y compris s'il est parfois imparfait, si on connaît ses limites, doit être utilisé sur une période assez longue afin d'établir des comparaisons temporelles. Pour être faisable, il doit être possible de mesurer un indicateur à l'aide des outils et des méthodes disponibles. Pour être expérimenté, avant d'être généralisé, il doit être testé tant dans sa construction que dans son utilisation, que ce soit pour donner ou pour recevoir une information, par les acteurs types qui en feront usage ensuite. Pour être consolidé, un indicateur doit faire lui-même l'objet d'une évaluation pour tester les éléments ci-avant mentionnés. Enfin, dans le cadre de notre sujet,
L'indicateur doit également être facilement interprétable par toute personne intéressée par le sujet qui lit la notice explicative. Il est nécessaire également de penser un indicateur en lien avec les autres, c'est-à-dire la complémentarité. Un seul indicateur n'est pas suffisant pour évaluer par exemple une politique publique. Le risque est d'avoir une vision partielle, voire tronquée. Il est donc nécessaire de penser l'intégralité de cette politique, donc une batterie d'indicateurs complémentaires qui permettent de couvrir l'intégralité du champ de celle-ci. Une littérature abondante caractérise différents types d'indicateurs en distinguant des indicateurs de produits, de résultats, de processus, d'impact. Dans le cadre de cette introduction, nous ne reprenons pas cette distinction puisque ces catégories sont très labiles selon le phénomène observé, mise en œuvre d'une politique publique, participation d'un groupe d'enfants, parcours d'un enfant. Dans cet ouvrage, des chercheurs ES présentent leurs travaux et les indicateurs sur lesquels ils reposent ou qui en découlent. Notre objectif est tout à la fois de présenter des indicateurs complémentaires en matière de protection de l'enfant, et un regard critique sur chacun de ces indicateurs, voire sur le principe même d'établir des indicateurs, qui mettent en lumière à la fois les apports et les limites. Les objectifs de la recherche rejoignent ainsi les objectifs pratiques de mise en œuvre d'une politique publique. Il s'agit d'élaborer des indicateurs robustes qui indiquent précisément la nature et l'intensité d'un phénomène, en l'occurrence d'un danger ou d'une protection. Les 2 premiers chapitres portent sur la mise en place de systèmes d'information nationaux. Andreas Joud et René Nussel, dans le premier chapitre intitulé « Développement d'indicateurs pour l'analyse des données multisectorielles d'institutions luttant contre la maltraitance envers les enfants », l'expérience de l'étude suisse Optimus, présente les caractéristiques et quelques-uns des résultats d'une des rares enquêtes internationales à avoir cherché à recueillir des données sur les cas de maltraitance d'enfants signalés dans plusieurs secteurs du système de protection de l'enfance. Les informations ainsi obtenues doivent permettre de mieux comprendre l'attention qui est prêtée aux enfants par les institutions de protection de l'enfance, par exemple selon leur lieu d'habitation, la classe d'âge, etc. Les données récoltées peuvent constituer un outil de prise de conscience sociale et politique important par rapport aux politiques publiques réalisées dans le domaine et, le cas échéant, leur réorientation. Gaëlle Guibert présente quant à elle le dispositif français Olympe, Observation longitudinale individuelle et nationale en protection de l'enfance, coordonné par l'Observatoire national français de la protection de l'enfance, ONPE, qui a pour objectif d'étudier les parcours de tous les mineurs et jeunes majeurs bénéficiant d'une mesure ou d'une prestation en protection de l'enfance. L'objectif final de ce dispositif est de disposer d'éléments chiffrés permettant de conduire la politique publique en protection de l'enfance au niveau départemental et national, de la rendre visible et de lui donner du sens. Sur la base d'exemples concrets, elle présente les apports et les limites des indicateurs dans ce type de système d'information national commun concernant sur plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires. Ensuite, nous étudions l'approche juridique. Linda Youbi Idrissi, dans un texte intitulé « Protection de l'enfance et indicateurs de qualité de prise en charge, d'accompagnement et de suivi à la lumière de la Convention des droits de l'enfant », présente, sur le plan du droit international, la spécificité du suivi des droits de l'enfant et les principes et normes qui encadrent la qualité des interventions en matière de protection de l'enfance. Elle conclut sur le constat que les indicateurs ainsi définis constituent un important instrument de prise de décision pour améliorer, adapter, redresser une politique publique. Ils complètent les évaluations prévues par d'autres instances et mécanismes nationaux, régionaux et internationaux tels les institutions nationales des droits de l'homme, le Parlement, la justice, les organes de suivi des traités internationaux, etc. Ziba Vagri, Christian Wallen, Avishan Gorbani et Amélie Brutinel, dans un chapitre intitulé « Global Child, un instrument pour surveiller la violence contre les enfants et faire respecter les droits des enfants à la protection », décrivent un outil complet de suivi des droits de l'enfant et discutent de la méthode utilisée dans l'élaboration des indicateurs de ces droits. Ils résument ensuite les efforts déployés au cours des 10 dernières années dans la création de Global Child et expliquent comment l'outil a été développé et validé. L'application de l'outil dans les contextes de protection de l'enfance est ensuite illustrée en examinant de plus près les attributs et les indicateurs proposés pour l'article 19, le droit à la protection contre toutes les formes de violence.
En conclusion, elles analysent comment Global Child peut être utilisé à l'avenir comme 1. Un outil pour l'application des droits de protection en vertu de la Convention et plus particulièrement, dans les contextes de protection de l'enfance. 2. Un outil pour faciliter le monitoring des droits de l'enfant en général. Et 3. Un outil pour aider les États parties dans la préparation de leurs rapports cycliques nationaux au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, l'organe de suivi de la CIDE. L'un de ces droits sans cesse réaffirmés dans les textes internationaux est celui de la participation. Élodie Fessa, dans un texte éclairant intitulé « Analyse des indicateurs de participation des enfants en protection de l'enfance dans le contexte français », mène une réflexion autour des indicateurs de participation des enfants en protection de l'enfance. Elle analyse le processus d'opérationnalisation des différentes dimensions qui entourent cette notion, théorique, juridique et philosophique, pouvant être très largement éclairée par la sociologie de l'enfance. Sur la base d'un travail doctoral en cours, elle repère des indicateurs pertinents qui ne visent pas seulement à apprécier l'impact d'une politique publique, mais à comprendre leur interpénétration dans la pratique in situ de l'activité. Carl Lacharité, Monica Ruiz-Casares et Florence Martin, dans un chapitre intitulé « Indicateurs de qualité de l'accompagnement des familles dans les situations de négligence envers l'enfant », se penchent sur un phénomène de maltraitance spécifique, les situations de négligence envers les enfants. Dans un premier temps, elles introduisent cette problématique en décrivant les principaux enjeux que les situations de négligence soulèvent, d'une part pour les enfants, leurs parents et leurs familles, et d'autre part pour les décideurs publics et les organisations de services. Ensuite, à partir de l'exemple de la province de Québec au Canada, ils décrivent les indicateurs qui servent au pouvoir public pour observer et évaluer la qualité de l'accompagnement des familles que des organismes publics et communautaires mettent en place autour d'elles dans le cadre du déploiement sur l'ensemble de son territoire d'un programme d'intervention en négligence. Enfin, elles analysent les limites de cette grille d'indicateurs, notamment à travers la description d'une série de défis que les récents travaux d'une commission publique créée par le gouvernement provincial ont permis de mettre en relief. Ana Karina da Silva Rucha, dans un chapitre intitulé « Indicateurs de qualité dans les évaluations diagnostiques, un GPS pour l'intervention visant à promouvoir les droits et la protection des enfants et des jeunes », aborde de façon plus générale, à partir de la situation portugaise, la question de l'évaluation de la situation de danger et du besoin de protection. Les indicateurs de qualité est partagé dans les évaluations en protection de l'enfance, permettant ensuite de prononcer les prestations et mesures les mieux appropriées, sont regroupés et présentés dans la littérature scientifique de manière relativement consensuelle. Les indicateurs sont, entre autres, répartis entre des analyses des risques, des besoins, des compétences parentales, des facteurs familiaux et écologiques, du potentiel changement familial. Le système mis en place au Portugal ne déroge pas à cette règle, et suit globalement le processus international de système d'évaluation écosystémique reposant sur l'ensemble des indicateurs sus-indiqués. Cependant, l'auteur analyse ensuite deux limites, jusqu'à maintenant peu référencées. La moindre prise en compte des facteurs qui peuvent influencer négativement la qualité des évaluations, les limites d'une plus grande standardisation visant à améliorer la qualité de l'évaluation qui n'élimine pas pour autant espace de discrétion des professionnels en vue du processus décisionnel final. Thierry Malbert, dans De la protection de l'enfance à l'accompagnement à la parentalité à la Réunion. Quels indicateurs probants en contexte ? Analyse tout d'abord la situation de l'enfance réunionnaise, puis les différents types de dangers auxquels ces enfants sont exposés, via une analyse des indicateurs fournis par la cellule de recueil des l'information préoccupante, CRIP, pour aboutir à une proposition d'orientation de politique publique, investir massivement dans la prévention, notamment les actions de soutien à la parentalité. L'exposé et l'analyse des indicateurs permet d'imaginer des orientations dans de nouvelles actions, mieux adaptées. Claudine Veuillet-Combier et Aubline Vinet, dans leur chapitre intitulé Placement éducatif à domicile, PA de 0-3 ans du jeune enfant et qualité des premiers liens parents-enfants, Recherche-Action française, expose tout d'abord une recherche-action française sur le placement éducatif à domicile, PA de 0-3 ans du jeune enfant qu'elle menait en 2020.
Celle-ci a pour objectif multiple d'engager une action collaborative entre professionnels l'ES et chercheurs ES pour étudier la pertinence de la réponse PEAD et ses enjeux dans le parcours de vie du jeune enfant et sa famille, d'interroger, améliorer et optimiser la qualité d'intervention du service PEAD et ses capacités d'adaptation au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, de permettre une prise d'écart évaluative et une démarche réflexive, en repérant les difficultés et facilités rencontrées dès la mise en place du nouveau dispositif, de contribuer à la production de connaissances scientifiques sur les familles vulnérables avec focus sur la construction des premiers liens parents-enfants dans ce contexte spécifique et ainsi de développer des indicateurs de qualité d'accompagnement des familles. Dans un second temps, elle propose 2 types d'indicateurs, celui portant sur la nature et la qualité des liens d'attachement et celui portant sur l'influence psychique de l'histoire inter- et transgénérationnelle et du parcours de vie. Dans ce chapitre, un indicateur n'est pas de type statistique mais un type de description d'une situation clinique. Ce type d'étude révèle à la fois la polysémie du terme et la richesse des types de démarches que l'on peut initier pour comprendre la situation d'un enfant et la qualité de l'accompagnement. Émilie Clarisse Tchokoté et Audrey Linda Manekeng-Ngwinpea étudient la situation des enfants présentant des troubles du spectre autistique, précocité de la prise charge de l'enfant atteint du trouble du spectre autistique au Cameroun, entre qualification à la formation des professionnels l'ES et suivi parental. L'autisme est une maladie neurologique affectant le fonctionnement du cerveau, altérant les capacités de socialisation, engendrant l'hypersensibilité émotionnelle et le trouble du comportement. Pour une meilleure qualité de vie, les indicateurs de la prise en charge doivent tenir compte d'une approche écosystémique. Dans un contexte de manque de professionnels l'ES formés ES, comment apprécier la précocité de la prise en charge des enfants autistes placés en institutions spécialisées au Cameroun? L'entretien semi-directif et la grille d'observation menée auprès de 3 encadreurs recensés dans 3 centres de rééducation au Cameroun permettent d'observer une connaissance d'outils de diagnostic précoce par les professionnels l'ES. Néanmoins, les techniques de prise en charge demeurent insuffisantes dans leur mise en pratique. Au cours de l'enquête, le manque de suivi parental a été repéré à travers la grille d'observation. Selon les professionnels l'ES, cette absence de suivi par les parents exacerbe les capacités de socialisation médiocres observées chez les enfants. Une mise en œuvre des stratégies visant la qualification des professionnels l'ES et le suivi parental est nécessaire. Ainsi, cet article illustre que des références théoriques et des indicateurs bien déterminés et clairs doivent, dans leur usage, bénéficier d'un contexte et d'un processus d'explication et d'analyse, donc de formation adaptée à chacun des acteurs qui va l'utiliser. Omar Zana, Bertrand Jarry et Marie Mansalier, dans le chapitre intitulé « Plus de copains et des adultes davantage à l'écoute pour développer le sentiment d'appartenance ». Le cas des élèves scolarisés dans les Yvelines, France, présente pour conclure une étude qui permet d'imaginer des indicateurs en matière de prévention. Ils ont mené une enquête en milieu scolaire, afin de dégager les éléments importants concernant le sentiment d'appartenance des élèves. Les résultats ouvrent des perspectives en matière de protection de l'enfance. L'ensemble des résultats concernant le sentiment d'appartenance informe sur les attentes des élèves, des attentes que l'on peut ramasser sous l'expression suivante, plus de copains et des enseignants plus à l'écoute. Cette expression pourrait, si l'on s'autorisait à l'élargir également aux enfants adolescents pris en charge, se traduire de la manière suivante, plus de copains et des adultes davantage à l'écoute pour développer le sentiment d'appartenance. Cet ouvrage se présente ainsi comme un tableau relevant du courant pictural expressionniste ou tachiste. Le sujet des indicateurs de qualité de l'accompagnement de l'enfant en protection de l'enfance n'est pas épuisé mais, par touches successives et complémentaires, le tableau prend forme et le paysage apparaît. Référence. Trocmé, N. 2009. Une matrice d'indicateurs d'impact des services de protection de la jeunesse. Santé, Société et Solidarité, numéro 1, pp 151 à 158. UNICEF 2013. Manuel pour la mesure des indicateurs relatifs aux enfants bénéficiant d'une prise en charge formelle. Medranoté, Taben Toussaint A 2012. Manuel 2,
Lignes directrices et options de programmation pour la protection des enfants vulnérables dans les programmes de soins et de soutien communautaire. Boîte à outils sur la protection de l'enfance de FHI 360, Research Triangle Park, FHI 360. Développement d'indicateurs pour l'analyse des données multisectorielles d'institutions luttant contre la maltraitance envers les enfants. L'expérience de l'étude suisse Optimus. Andreas Joud et René Nussel. Au niveau national, avec des répercussions sur les comparaisons internationales, il est relativement difficile de construire un tableau cohérent du champ de la lutte contre la maltraitance envers les enfants en raison de l'absence de données standardisées de la part des institutions œuvrant dans le domaine, à l'échelle des États et particulièrement lorsque plusieurs secteurs sont concernés. L'absence de comparabilité empêche une agrégation pertinente des données obtenues, Jude Jones, Micton 2015. Pour ce qui concerne la Suisse, ce point a été relevé à plusieurs reprises par le Comité des droits de l'enfant qui notait dans ses observations finales: le comité prend note de l'existence de divers systèmes de collecte de données, mais il regrette que l'État partie ne dispose pas d'un système global de collecte de données et qu'il n'y ait pas de données fiables et ventilées sur des domaines importants couverts par la Convention concernant notamment les groupes d'enfants vulnérables et marginalisés. Comité des droits de l'enfant 2015.16. Les risques liés à l'absence de données précises sur la connaissance de l'offre en services de protection de l'enfant portent sur leurs lacunes. Par ailleurs, le développement de l'offre de services peut dépendre de facteurs ne prenant pas d'abord en compte le bien-être de l'enfant, comme des questions de sensibilité sociale et politique, de popularité de certaines mesures ou encore de l'influence des médias. En outre, une bonne transparence dans les données permet d'identifier les modes d'intervention qui ont été plus particulièrement utiles ou efficaces pour la prise en charge de la maltraitance en général ou par rapport à certaines de ses formes spécifiques. Construire des indicateurs précis et obtenir des chiffres donnant le juste reflet possible de la réalité à propos des mauvais traitements n'est pas un pur exercice intellectuel. Les résultats obtenus doivent permettre, entre autres, de disposer d'outils et d'instruments pour guider les politiques sociales dans le domaine et aider les professionnels concernés à agir plus efficacement sur le terrain. Mais l'obtention de données de qualité dans ce domaine passe par des déclarations fiables de la part des institutions, et par conséquent une intense coopération, un travail de conviction approfondi. L'écoute et l'échange mutuel sont des attitudes fondamentales, parce que compiler des données est un travail qui peut être fastidieux pour un professionnel, souvent surchargé dans son quotidien. Il est essentiel que cet effort soit compris et porteur de sens. La démarche Optimus en 3 cycles. Les difficultés rencontrées par une première étude Optimus suisse, cycle 1, portant exclusivement sur les abus sexuels envers les enfants et les adolescents, menée dans l'ensemble des cantons suisses, Averdec et Halle. 2011, Mayer, Moller-Quo et al. 2013, ont convaincu les responsables scientifiques de développer une nouvelle stratégie. La première décision a consisté à créer une équipe de recherche en mesure de comprendre au mieux les attentes des principaux acteurs de la pratique. La Suisse étant un pays multiculturel et fédéral, c'est une équipe multidisciplinaire, plurilingue et multisite qui a été formée. Cet aspect n'est pas anecdotique, dans la mesure où, sur la question des mauvais traitements, les sensibilités culturelles en lien en particulier avec l'éducation, le rôle et la place de la famille s'avèrent complexes à décrypter et à analyser. Une nouvelle étape a été conçue au travers un intense travail de réseautage auprès des praticiens et des responsables institutionnels, pour partager avec eux l'importance des données sur les mauvais traitements envers les enfants, et de leur récolte systématique et régulière. Il était également apparu qu'un large échange autour des objectifs visés et des paramètres utiles devait permettre une forte adhésion à la démarche. Cette phase nommée Optimus 2, cycle 2, a nécessité un investissement conséquent en temps et en moyens. Elle s'est fondée sur de nombreuses réunions régionales de praticiens de spécialistes, mais aussi de responsables d'institutions et de décideurs politiques. Ces interactions ont amené les responsables à réajuster les buts fixés et à prendre en compte non seulement les violences sexuelles, mais l'ensemble des mauvais traitements recensés dans la littérature internationale. Le travail en collaboration s'est avéré indispensable pour permettre d'affiner la collecte des données
et surtout de valider des indicateurs ayant un sens pour les praticiens, quelle qu'ait été leur localisation géographique. Il a fallu retenir des variables essentielles et valides pour des secteurs aussi variés que le secteur de la protection de l'enfant sur le plan civil et ceux du social, de la santé et du pénal, mais aussi pour l'ensemble des responsables politiques, des décideurs institutionnels comme des travailleurs du front. La démarche entreprise s'appuyait sur les principes généraux d'une recherche participative associant chercheurs ES et praticiens ES. En partant des définitions de l'Organisation mondiale de la santé et des définitions intersectorielles du projet pan-européen CANMDS, les travaux menés par groupe dans les différentes régions linguistiques ont cherché à trouver des dénominateurs communs dans les définitions sur la maltraitance envers les enfants ou l'enfance en danger, sur les facteurs de risque validés empiriquement, sur les exemples de bonnes pratiques, ensemble de données minimales. Il a encore fallu tenir compte des données disponibles dans les différents secteurs concernés. Sur la base de ces travaux préliminaires, l'équipe mixte entre la Haute École de Travail Social de Lucerne et l'Observatoire sur la maltraitance envers les enfants à l'Université de Lausanne a entrepris le travail préparatoire en vue de l'enquête qui sera menée durant 3 mois sur l'ensemble des cantons suisses, en partenariat avec plusieurs centaines d'institutions travaillant plus ou moins spécifiquement contre la maltraitance envers les enfants et dénommée Optimus 3, cycle 3. Méthode. Cette démarche a permis d'aboutir à la rédaction d'un questionnaire validé dans les différentes langues nationales, retenant une trentaine de variables. Ce choix de données minimales à récolter tenait compte des contraintes des institutions collaborant à la démarche, en particulier de la disponibilité des données, de la simplicité relative à les compiler et de leur nécessité impérative pour l'exercice d'une analyse de qualité. La sélection des institutions partenaires a consisté d'abord à retenir un nombre gérable et surtout représentatif de tous les secteurs dans lesquels exercent des praticiens de la protection de l'enfance. 3 grandes sphères ont ainsi été constituées: les institutions du champ du social et de la santé, celles recouvrant la protection sur le plan civil et enfin celles relevant du champ du pénal. Au niveau de la protection des données, la démarche retenue permet de garantir un anonymat complet pour les personnes concernées. Les chercheurs ES n'ont en effet à aucun moment du processus d'interférence possible avec des informations personnelles issues des bases de données des institutions partenaires. Ce procédé a été testé et approuvé par les autorités administratives compétentes, au niveau fédéral et des cantons. La sécurisation des données a nécessité un investissement considérable en temps et en moyens. Le schéma ci-dessous présente le modèle final retenu qui présente un certain nombre d'originalités. Il a fait l'objet de négociations entre les informaticiens, des spécialistes de la protection des données et de ceux de la protection de l'enfance. Figure 1. Schématisation de la collecte des données pour Optimus 3. Source: élaboration des auteurs pour cet article. Le processus de traitement des données avait prévu les étapes de traitement suivantes. 1. Les institutions exportent les informations à propos des cas de mauvais traitement, directement à partir des logiciels qu'elles utilisent habituellement. 2. Elles téléchargent les extraits de leurs données à destination du serveur basé sur le web, avec un code d'accès et une authentification. 3. Les données reçues sont conditionnées sur le format standard développé pour l'étude. Les données non pertinentes sont automatiquement éliminées. Il en va de même des informations personnelles qui seraient restées et qui sont supprimées. 4. Les institutions partenaires de l'étude peuvent encore compléter les données, éventuellement les corriger à l'aide d'un formulaire en ligne. L'ensemble des données anonymisées et formatées sont transmises aux chercheurs CES, qui peuvent alors les utiliser et les analyser. Ainsi, contrairement au processus habituel relatif aux données statistiques, les institutions participantes n'ont pas eu à compléter un questionnaire spécifique. Elles ont pu télécharger leurs données brutes préexistantes sur le serveur de l'institution hôte. Les avantages d'un tel procédé sont importants. Il n'y a pas de saisie multiple d'informations, opération souvent fastidieuse et pas toujours bien comprise des opérateurs. À quelques exceptions près, pas de nécessité de compiler de nouvelles données, celles récoltées pour les besoins institutionnels se révélant habituellement suffisantes. Elles n'ont pas à procéder à un tri,
puisque les données inappropriées sont écartées. L'ensemble de ces avantages a probablement convaincu les responsables dans leur décision de collaborer, notamment pour les institutions qui ne disposent pas de ressources humaines ou financières spécifiques pour procéder à une telle saisie. En revanche, il va de soi que les erreurs lors de la saisie, les interprétations différentes des variables, les conceptions diverses par exemple des formes de maltraitance constituent autant de sources de problèmes lors de l'agrégation des données. Ces problèmes sont inhérents à toutes les constitutions de données statistiques lorsqu'elles proviennent de sources différentes. Par ailleurs, certaines données ne sont pas systématiquement relevées dans certaines institutions, créant autant de lacunes dans les informations exploitables pour la recherche. Le taux de participation des institutions sélectionnées est un motif de satisfaction pour les responsables de la recherche, puisqu'il se monte à 81%. Cela signifie que plus de 4 organismes sur 5 sélectionnés ont transféré les informations recueillies sur le serveur de la base de données de la recherche, soit en nombre absolu 432. Même si les chiffres issus de l'enquête doivent être interprétés avec prudence, en raison de la variation du nombre de signalements tout au long de l'année, les données obtenues présentent un haut taux de fiabilité. Enfin, la recherche a pu bénéficier des données officielles de la statistique policière de la criminalité SPC, de la loi sur l'aide aux victimes, l'AVI Office fédéral de la statistique, de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes COPMA et des CAN-TIM. La recherche a été conduite durant les mois de septembre à novembre 2016. Elle a permis d'enregistrer quelques 7651 nouveaux cas, soit 66 cas pour 10 000 enfants. Il s'agit de situations et non d'enfants, puisqu'un certain nombre de redondances dans la saisie des informations peut exister entre les institutions participantes. L'anonymisation des données ne permet en effet pas le repérage des situations pour un même enfant, signalées en parallèle par 2 institutions. Le court laps de temps de relevé des cas laisse toutefois supposer que ce nombre est limité. L'extrapolation des données recueillies à l'ensemble des institutions suisses permet d'évaluer le nombre total de cas en Suisse, sur cette période de 3 mois, à quelque 10 035. Sur l'ensemble de l'année 2016, la fourchette de l'extrapolation devient moins précise, notamment en raison de la variabilité des signalements tout au long de l'année. Le nombre de cas de maltraitance envers les enfants durant l'année 2016 oscille entre 30 000 et 50 000 cas. En d'autres termes, entre 2 et 3,3% des enfants vivant en Suisse ont une interaction avec une institution spécialisée dans le traitement de la maltraitance. L'obtention d'informations de qualité à propos de ce problème de santé publique qu'est la maltraitance envers les enfants est d'une importance cruciale pour la détermination d'une ou de politiques publiques dans le domaine. Il s'agit d'une prise de conscience collective de l'importance d'un phénomène qui doit permettre le déclenchement de mécanismes sociaux et politiques visant à prévenir le phénomène. Il s'agit de documenter le plus objectivement possible, notamment sur des bases scientifiques, l'existence d'un problème social, Le Noir, 1989. En Suisse, plusieurs difficultés existent qui rendent une telle démarche complexe. Le système fédéraliste nécessite un consensus général minimal pour reconnaître un problème, son acuité, et ensuite déterminer une ou des réponses adéquates. Les compétences dans le domaine de la lutte contre les mauvais traitements envers les enfants relèvent en partie du niveau fédéral, droit civil et pénal par exemple, et en partie des cantons, politique sociale et de la santé ou de l'éducation. La légitimité d'une intervention étatique fait ainsi partie du problème dès l'origine. C'est ainsi que certains cantons ont adopté une organisation centralisée et des mesures strictes dans la lutte contre les mauvais traitements, alors que d'autres ont une pratique plus décentralisée. L'information sur la situation est à ce niveau déterminante pour convaincre l'ensemble des milliers d'acteurs, praticiens, responsables sociaux et politiques, de l'urgence d'une action à mener ou de mesures à prendre. Le recueil des données statistiques dans le domaine du social ou de la santé relève d'abord des cantons, même si certaines compétences sont fédérales. Un recueil systématique des données sur la maltraitance enfantine ne dispose aujourd'hui d'aucune base légale sur le plan fédéral, en raison, d'une part de la difficulté à faire reconnaître l'importance du problème dans l'ensemble des cantons, qui devraient céder une partie de leurs compétences en faveur de l'État fédéral et d'autre part des sources de financement qui doivent également faire l'objet d'un accord général.
Quelques informations statistiques existent néanmoins dans des bases de données récoltées à des fins spécifiques. C'est le cas de certaines données récoltées par l'Office fédéral de la statistique au travers des rapports annuels fédéraux des statistiques criminelles de police ou des services des organismes d'aide aux victimes, OFS 2019A, 2019B, ou du rapport annuel de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes, COPMA 2018. Plus récemment, des données en provenance des cliniques de protection de l'enfance ont été récoltées WOPMAN 2019. Malgré une bonne volonté réelle, les informations demeurent erratiques et éclatées et une agrégation difficile. Parmi les autres difficultés relevées pour expliquer l'absence de volonté politique, les difficultés techniques et pratiques sont régulièrement invoquées, comme la protection des données, la collaboration des institutions concernées, l'absence de consensus parmi les praticiens, etc. Une partie des réticences provenait également des obligations pouvant naître de la diffusion de certaines informations, jugées sensibles, comme l'absence ou l'insuffisance de politiques publiques efficaces pour la prévention ou encore le traitement du problème. Les moyens financiers non consentis jusqu'alors ou à investir pouvaient faire naître des craintes quant à leur impact budgétaire, en raison de l'étendue du problème. Le dévoilement de l'ampleur des violences à l'égard des enfants a constitué et continue à être un enjeu politique important. Le parallèle avec le problème de la violence exercée contre les femmes peut sans doute être tiré. La mise sur pied de la recherche Optimus 3 visait en particulier à lever un certain nombre de doutes sur les obstacles régulièrement mis en avant pour justifier une non-entrée en matière politique, fondée en particulier sur la non-faisabilité d'une telle démarche. Dans ces circonstances, il a fallu convaincre une organisation non gouvernementale d'accepter le financement d'une opération expérimentale, destinée à établir l'importance de disposer de chiffres validés scientifiquement pour établir notamment l'incidence des mauvais traitements envers les enfants. Les autres défis étaient plus techniques et méthodologiques. Ils ont été rapidement évoqués ci-dessus. Nous relèverons encore l'importance de la constitution d'indicateurs de qualité, établis à partir de la littérature internationale, adaptés à la réalité suisse et transposés dans les 3 principales langues nationales, allemand, français et italien, à partir d'une discussion conceptuelle essentiellement réalisée en langue anglaise, Jude, Keller et al., 2018. C'est à partir de ces indicateurs que la démarche théorique a été entreprise en tentant de répondre à une série de questions, et avec une finalité générale, soit une meilleure prise de conscience de la vulnérabilité des enfants face à des comportements inappropriés à leur égard à l'échelle de la Suisse. Les principaux indicateurs recouvraient en grande partie les variables présentées plus haut, à savoir le nombre de cas signalés auprès de l'ensemble des institutions s'occupant de la lutte contre les mauvais traitements, leur ventilation selon l'âge, le sexe, le type de mauvais traitement subi, les auteurs ES, les régions, etc. Ce sont ces résultats qui sont présentés en grande ligne dans la partie qui suit et que le lecteur intéressé pourra retrouver sous différentes formes sur le web. Schmid et al., 2018, Jude, Mitrovic et al., 2021. Résultats. La présentation des résultats entend se focaliser sur un certain nombre de variables précises, à titre indicatif. La première d'entre Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.